Bonjour et bienvenue à vous sur le plateau d'Onzito sur Médien TV. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour deux thématiques. Eh bien, s'il vous plaît, ne zappez pas une fois qu'on va vous annoncer le sujet. Pourquoi? Parce qu'on va parler de sevrage tabagique. Les fumeurs, à chaque fois qu'ils entendent parler de sevrage tabagique, hop, ils switchent, ils passent à autre chose. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Eh bien non, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi c'est tellement compliqué d'arrêter de fumer. On sait que le tabac tue et pourtant, les gens continuent à fumer énormément. Pourquoi? Comprendre les mécanismes vicieux du tabac, eh bien, c'est notre sujet du jour avec des spécialistes. Ensuite, on va s'occuper de votre sourire et on va parler du Hollywood Smile avec le docteur Naoufel Alami. Restez avec nous pour les détails. À tout de suite. Vous le savez, on le sait, le tabac tue et pourtant vous continuez de fumer. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'on ne s'aime pas, est-ce qu'on ne s'apprécie pas, est-ce qu'on a envie de se faire du mal? Ce n'est pas du tout ça, c'est ce qu'on appelle l'addiction. On va essayer de comprendre les mécanismes avec les spécialistes et surtout, comment s'en sortir. Arrêter de fumer, pourquoi c'est tellement difficile? On en parle avec vous. Rita Tahri, vous êtes sophrologue sur Casablanca. Bonjour, merci d'être là. Docteur Rachid Khtar, bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumologue à Casa également. Effectivement. Et Dr Meriem Nseri, vous êtes médecin généraliste et hypnothérapeute sur Casablanca également. Merci Bonjour. beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Un sujet pas évident. On n'a pas voulu attendre le 31 mai pour en parler, le jour de la journée mondiale. On peut faire de la prévention et de la sensibilisation en amont. Donc, pourquoi c'est tellement difficile d'arrêter de fumer? Eh bien, on va essayer de comprendre vos approches aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de fumeurs au Maroc? Dr Nseri, première question pour vous. Eh bien, quand on regarde les données sur le tabac au Maroc, en effet, on remarque que plus de 18% de la population au-delà de 15 ans, de l'âge de 15 ans, fume. Et les derniers chiffres que l'on peut retrouver sur le site de la Fondation Lala Selma en particulier montrent que plus de 40% de la population marocaine est fumeur passive. Ça, c'est quand même des chiffres importants. Le Maroc, c'est le pays de la zone méditerranéenne où on fume le plus, avec plus de 15 milliards de cigarettes fumées par an. C'est énorme, énorme. Donc vraiment, les chiffres sur le tabac sont impressionnants au Maroc, d'autant que l'on sait qu'un décès sur 10 chez l'adulte est lié au tabac. On a M. Khattab, pneumologue, qui nous en parlera, mais quand même, un décès sur 10, vous vous rendez compte, qui est lié au tabac. Un décès sur 10 dans le monde, chez l'adulte, on n'a pas de statistiques précises au Maroc. Un décès d'adulte toutes les 6 secondes dans le monde est lié au tabac. C'est quand même incroyable. Et si les fumeurs fument, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Tout à fait. Ils ne sont pas plus bêtes. Ils ont ces informations. Ils ont ces informations. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe qui est plus forte que l'individu lui-même. Voilà. Et c'est là où peut-être on va parler d'addiction. On va parler de l'addiction physique, docteur Khtar. L'addiction physique, c'est en rapport finalement avec cette substance. Qu'est-ce qui fait qu'on continue de fumer malgré toutes ces infos? Bon, ça c'est complexe. En fait, ça fait intervenir pas seulement l'addiction physique, ça fait intervenir aussi l'addiction psychologique, ça on va en reparler. En fait, l'addiction physique est en rapport avec la nicotine, qui est donc contenue dans la cigarette notamment, mais il n'y a pas que la cigarette qui est un moyen de consommation du tabac. Donc il y a d'autres moyens, il faudra peut-être qu'on en parle, notamment la chicha, qui est aussi un des procédés. Donc la nicotine, en fait, est inhalée par la cigarette, elle passe dans le sang et elle va aller stimuler certains récepteurs. Et quand cette dose de nicotine va diminuer dans le sang, il va y avoir un appel pour, si vous voulez, consommer encore de la nicotine. Donc il y a un phénomène d'escalade, si vous voulez. C'est ça l'addiction, en fait. Donc le mécanisme, c'est la nicotine. Donc on a besoin d'une certaine dose pour maintenir cette dose dans le sang. Voilà, okay. Voilà. Le volet psychologique aussi, l'addiction, d'un point de vue psychologique, est également très importante. Parce que quand une personne veut arrêter de fumer, ce qui est le plus difficile pour elle, souvent, au-delà du sevrage physique, c'est le geste. L'association de la cigarette à certains moments de plaisir. Donc comment ça fonctionne, ça? L'envie de fumer, c'est le résultat d'une conjonction de 3 dépendances. Alors on a la dépendance physiologique, et puis la dépendance émotionnelle et la dépendance comportementale.
On a une conjonction des trois qui fait que le fumeur, comme a dit Dr Mriem, c'est que le fumeur est conscient de toutes les nuisances sur sa santé par rapport au fait de fumer, mais il est tiraillé entre deux peurs, et c'est deux peurs vraiment mortelles. La peur du cancer, hein, par exemple, et la peur d'arrêter de fumer. Parce que arrêter de fumer, pour lui, c'est perdre une partie de son identité. C'est une identité que le fumeur a construite depuis l'adolescence. Parce que souvent, la personne commence à fumer très tôt. Très très tôt. Donc, et à grande peine. Il a fumé, il a toussé. Et aujourd'hui, il est fumeur et cette cigarette a fait partie, cette gestuelle, a fait partie de toute son identité. Donc, il y a deux peurs fondamentales. Celle du cancer, mais aussi celle d'arrêter de fumer. Et donc, cette dépendance émotionnelle, elle est aussi forte que ça, parce qu'il faut comprendre que la cigarette, c'est un langage chez le fumeur. Hein, fumer, c'est pas seulement inhaler, c'est aussi créer des volutes avec la fumée, c'est aussi avoir une façon de fumer qui est heureuse ou colérique. Donc, pour le fumeur, on lui enlève une partie de son langage, une partie de son identité. Ensuite, cette emprise aussi, il faut voir la cigarette pour le fumeur comme une amie. C'est-à-dire que c'est quelque chose, un objet qui existe quel que soit l'état émotionnel du fumeur. Ça c'est conscient, tout ça c'est conscient ou inconscient? Alors une partie est inconsciente, et d'ailleurs on parlera du sevrage après, c'est de rendre conscient ces liens entre le geste et l'émotion qui va faire que ça va être un geste réflexe d'y aller, et ça permet au fumeur de prendre du recul par rapport à ce lien émotion-cigarette. Donc la cigarette, c'est une amie hein, pour le fumeur, parce qu'elle est là, quelles que soient les circonstances. Quand on n'est pas bien, quand on est super heureux. Et aussi la respiration. La cigarette est une respiration. On a parlé du côté oral de la cigarette, qu'on a comparé à la succion, de la tétée du bébé, mais on ne parle pas de la respiration. Et paradoxalement, le fumeur, c'est une personne qui se permet de respirer amplement. Tu sais, au moment de l'inhalation et de l'expiration. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il souffle. Et donc, imagine que cette cigarette, elle symbolise le souffle qui symbolise la vie. Donc on peut comprendre où est cette peur mortelle d'arrêter de fumer. Et tout ça, c'est dans l'inconscient, bien sûr. Tout ça, c'est dans l'inconscient, mais c'est tellement vicieux, parce qu'au contraire, c'est tellement mortel de fumer. Absolument. C'est très paradoxal. C'est très paradoxal. Complètement. Mais docteur Nseri, justement, Madame Ritza Tahri parlait de la peur d'arrêter de fumer, parce que, bon, il y a aussi cette peur de ne plus être soi, parce que cette cigarette s'associe à la personne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur d'arrêter de fumer? C'est la peur d'avoir mal physiquement à cause de cette addiction, la peur de ne pas y arriver, la peur que c'est extrêmement difficile. Oui. Alors écoutez, je crois que le vrai terme, c'est la dépendance. On est dépendant, c'est une habitude, on prend l'habitude de fumer. Et être dépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre la liberté, on perd la liberté de s'abstenir. Et si on perd cette liberté de s'abstenir de fumer, c'est pourquoi? C'est à cause, Rachid le disait tout à l'heure, de la nicotine. Et il faut se dire que la nicotine, c'est une drogue. Elle est classée par l'OMS comme drogue. Et c'est une drogue redoutable. C'est la drogue, je dirais, la plus redoutable. Pourquoi? Parce que quand on fume une cigarette, d'accord, eh bien, on a à peu près 10 ou 12 bouffées par cigarette. Et c'est 10 à 12 shoots de nicotine. C'est la drogue qui va le plus vite au cerveau. En 10 secondes, la nicotine arrive au niveau du cerveau. Et le cerveau réagit comment? Eh bien, le cerveau va réagir en produisant des substances de bien-être qui font que le fumeur se sent bien. Ces substances, c'est quoi? Ce sont des endorphines, dont la dopamine. Des hormones du plaisir. Voilà, c'est vraiment les substances du bien-être. Et ces substances, normalement, naturellement, on les fabrique quand? Notre cerveau les fabrique quand? Ben, simplement quand on est dans le bien-être. C'est-à-dire qu'on fait du sport. Quand on fait du sport, qu'on a gagné un match, qu'on a marqué des buts, vous voyez, ben là, notre cerveau fabrique ces substances du bien-être. Quand on rit, quand on joue, quand on s'amuse, quand on joue de la musique, eh bien, le cerveau fabrique ces substances du bien-être. Et le problème chez le fumeur, c'est quoi? C'est qu'il devient dépendant de la nicotine pour fabriquer ces substances du bien-être. Et le fumeur, il a besoin de sa nicotine pour que son cerveau
fabriquent ces substances et qu'ils se sentent bien. D'ailleurs, Vous voyez. Et juste pour finir, je voudrais dire que finalement, fumer une cigarette, c'est comme tenir une seringue. Et à chaque fois qu'on inhale une bouffée, c'est s'injecter une dose de drogue. Et ça, je crois qu'il faut vraiment comprendre ça. Donc il y a une vraie dépendance. Les fumeurs souvent disent « oui, je veux arrêter ». Mais je n'y arrive pas. Parce que j'ai peur. Il n'y a pas que la peur, c'est une drogue. Je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est une drogue. Oui, c'est une drogue. On a peur de s'en débarrasser. On ne se sent pas capable de s'en débarrasser. Ça, c'est un autre volet, peut-être. Oui, peut-être je te laisse la parole. En fait, ce que tu disais, il y a un terme anglais qui s'appelle le craving, qui en fait, c'est l'envie incontrôlable de prendre une cigarette. C'est-à-dire que parfois, comme tu disais, ce sont des mécanismes chimiques qui interviennent, qui font qu'on n'a pas le contrôle sur cette envie. Et donc c'est cette dépendance, et c'est très important que tu soulignes ça. Bien sûr. Et bon, donc il y a des mécanismes physiques, il y a des mécanismes psychologiques, mais les gens, malgré tous les risques que l'on connaît, vont aller quand même fumer. Il n'y a pas que la peur d'arrêter. C'est cette dépendance qui est là, qui nous prend, et ça c'est important. La peur d'arrêter, de ne pas dépasser la dépendance. Peut-être. Peut-être. Oui. Alors, en parlant du craving, le fait d'aller chercher cette cigarette consciemment ou inconsciemment, elle est engendrée par un désir de plaisir, comme a dit le docteur. Et puis celle d'arrêter de fumer, elle est engendrée par un désir de rester en bonne santé, mais qui est basé sur la peur. Peur, exactement. Voilà. Donc, et on sait, en philosophie, en sociologie, que un désir motivé par le plaisir est toujours plus fort qu'un désir motivé par la peur. Donc là, c'est une véritable problématique. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler tout à l'heure au niveau des campagnes anti-tabac. Oui. C'est vraiment le point faible des campagnes anti-tabac qui vont vraiment focaliser leur communication sur la peur, en montrant des images horribles, etc. Parce qu'on se pose la question, comment face à toutes ces images chocs, de personnes agonisantes, de poumons calcinés, de choses comme ça, on continue à avoir des personnes qui prennent en main ces paquets de cigarettes avec ces images dessus. Bien parce qu'on est dans ce désir qui recherche le plaisir, et c'est un désir qui est plus immédiat que le désir de la peur, parce qu'avoir un cancer ou être malade, c'est quelque chose qui dans le temps est quand même très éloigné. Donc c'est beaucoup plus tangible l'envie pressante due à la dépendance physique et psychologique. Elle est plus tangible, donc plus forte. Tout à fait. Mais je suis en train de voir l'image qui passe là. Vous avez toutes les bon, peut-être pas ici au Maroc, mais il y a des images sur les paquets de cigarettes avec des choses atroces. Et pourtant, les gens les achètent, ces paquets. Ça ne les empêche pas d'acheter. Exactement. Tout à fait. C'est quand même... Oui. Ben, c'est ça. C'est en fait, il y a tellement d'effets néfastes du tabac, mais aussi tellement de bénéfices à fumer. Et tous les fumeurs savent bien ça. Tellement d'effets négatifs sur la santé. Il faut quand même rappeler, et on le voit, que le tabac est responsable de 90% des cancers du poumon, grosso modo de 25% des autres cancers. Donc des effets cardiovasculaires, tout cela, les fumeurs savent, mais ils ont tellement de bénéfices. Et les bénéfices, réellement, moi personnellement, quand j'accompagne les patients, Quand vous parlez de bénéfices, c'est quoi ces bénéfices? Eh bien, c'est tout le plaisir qu'ils en retirent. Alors les bénéfices, les fumeurs en parle très bien. Ça peut être simplement se donner une contenance quand on est en société, qu'on est timide. Le bénéfice, ça peut être aussi de calmer une certaine nervosité. Ça peut être le bénéfice, après une réunion tendue, eh bien de se sentir apaisé, puisque la nicotine, en 10 secondes, vous imaginez, elle arrive au cerveau. Et donc, en prenant votre shoot de nicotine, vous vous sentez bien. Absolument. Si on peut insister sur le volet santé, justement, c'est vrai que... on peut toujours le rappeler, en espérant toucher des personnes qui nous regardent aujourd'hui, mais voilà, vous êtes pneumologue, docteur Khtar, conséquence directe du tabagisme. Alors, si vous voulez, quand on aborde nos patients, parce qu'il faut voir les choses en pratique, bon, il y a les livres qui nous racontent tout ce que... Mais il faut voir vraiment le côté pratique. Quand vous avez des individus en face de vous, il faut peut-être, moi je leur parle de choses un peu différentes, c'est-à-dire que je ne leur parle pas tout de suite de cancer, parce que le cancer finalement ne touche pas que le fumeur, ne peut toucher des personnes parfois qui ne consomment aucune substance. Donc ça c'est un peu les arguments que mettent les patients en avant. Oui. Moi je parle surtout de qualité de vie, de confort de vie, c'est-à-dire quand vous fumez, vous allez consommer un certain nombre de cigarettes durant votre vie, et vous allez avoir un impact d'abord sur la respiration. On parlait de respiration tout à l'heure.
Et il y a une maladie qui a un terme un peu compliqué qu'on appelle la bronchite chronique obstructive. C'est un terme très, très complexe, mais en fait, c'est une maladie qui entraîne, si vous voulez, une insuffisance respiratoire à terme. Et cette insuffisance respiratoire entraîne un handicap. Et on devient handicapé et on devient dépendant de l'oxygène. Ce sont des gens qui vont à terme arriver avec une machine d'oxygène à la maison et qui ne vont pas pouvoir vivre sans cette machine. Mais ces personnes-là aussi, quand vous parlez aux patients, ils ne se projettent pas, en fait. C'est du long terme, en général. Ils ne se projettent pas, mais il faut leur montrer des images. Il faut leur montrer. Vous savez, quand les patients arrivent dans le cabinet, ils voient ces gens-là avec des appareils d'oxygène, des gens qui sont essoufflés au moindre effort. Vous savez, c'est un vrai handicap, la cigarette. Et on ne s'en rend pas compte. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de signes cliniques qui sont spécifiques aux fumeurs, à la bronchite chronique. On peut tousser un peu, mais ce n'est pas spécifique. Ce n'est pas comme le diabète, ce n'est pas comme l'asthme. Pourquoi on n'arrive pas à impacter le fumeur, même en parlant de l'émotionnel? C'est-à-dire, certains disent oui, mais quand on touche l'émotif chez une personne, eh bien, ça peut bouger en elle une envie de changement. Il n'y a pas un fumeur. Il y a plusieurs fumeurs. Vous savez, ça dépend c'est culturel, tout ça. Il y a des gens qu'on va impacter par certaines choses et d'autres par d'autres choses. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre le fumeur dans sa globalité et sa personnalité. Quand vous allez faire du sevrage, vous n'allez pas faire du sevrage, il n'y a pas un menu qui est là, qui est posé, non. C'est vraiment prendre le patient, voir ses antécédents, comme tu disais tout à l'heure, psychologiques, enfin on va en reparler, je vais peut-être pas... Oui, justement. Rita. Donc, ce que je voulais dire, pour rebondir sur ce qu'a dit le docteur, c'est qu'effectivement, il faut passer par l'émotionnel. Alors tu as dit tout à l'heure, malgré ça, ça ne marche pas. Absolument. Je ne pense pas que ce soit très juste, parce qu'il y a des études qui ont été faites en Europe, parce que la prise en charge n'est pas pareille au Maroc. D'ailleurs, je ne sais même pas si les substituts nicotiniques existent au Maroc. Si. Alors, les patchs... Pas tous, absolument. Pourquoi je disais ça? Je clarifie, parce que quand on met des images chocs, c'est pour faire peur, pour bouger, pour travailler l'émotionnel de la personne. Pourtant, ces gens continuent de fumer. C'est pour ça que je disais, forcément, ça n'impacte pas. Alors, parce que montrer des images, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait bouger l'émotionnel négatif. C'est-à-dire qu'il faut que la décision d'arrêter de fumer, qui est une très longue maturation, il faut que ça soit... que c'est pas un sprint, c'est vraiment une course de fond. Eh bien, on passe pas par la peur, on passe par l'émotionnel positif. Il faut que ce soit fait dans une dynamique qui est positive. Ce n'est pas je ne dois plus fumer pour ne pas avoir de cancer. Je dois arrêter de fumer parce que c'est bénéfique pour moi, parce que je vais être en meilleure relation avec moi-même. Je vais écouter mes émotions. On y reviendra tout à l'heure que la cigarette casse les émotions. Quand un fumeur est en colère et qu'il prend sa cigarette, la cigarette qui muselle, on appelle ça, eh bien, il dit à sa colère, tais-toi. Prends cette fumée, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. C'est valable pour les émotions négatives et positives. Donc plutôt dire aux fumeurs, n'arrête pas pour la santé tu l'auras en prime. Arrête pour d'autres choses. Justement, on va revenir sur le sevrage en détail. On reste sur la santé toujours? Oui, bien sûr. Allez-y, docteur. On a parlé des poumons. Donc effectivement, il y a toutes les maladies cardiovasculaires. Donc, en premier, l'infarctus, malheureusement, c'est une maladie qui va boucher les artères du cœur qu'on appelle les coronaires. Et donc, on rappelle tout ça, mais on ne sait pas si c'est efficace, en fait. Pardon? On rappelle toutes ces choses-là, mais on ne sait pas si c'est efficace. Il y a les artères tout le corps, toutes les artères du corps peuvent être bouchées. Bon, les artères du cœur qui sont les plus spectaculaires, mais vous avez les artères du cerveau, avec le risque d'accident vasculaire cérébral. Vous avez les artères des membres inférieurs avec la maladie qu'on appelle l'artérite des membres inférieurs, qui est une maladie qui peut aboutir à une gangrène et donc à une amputation. Donc c'est des maladies quand même méchantes. Bon, puis vous avez tout le volet cancer, donc le cancer de la gorge, le cancer des poumons, le cancer de la vessie, le cancer de l'estomac. Voilà, donc c'est quand même... Pas uniquement le cancer du poumon. Voilà, pas uniquement le cancer du poumon. Voilà. Absolument. Alors, on va revenir justement avec vous, Madame Mariam Serré, sur cette histoire de sevrage. On va attaquer la question. Vous êtes hypnothérapeute, vous êtes médecin généraliste. Est-ce que vous allez sur les substituts ou bien vous ne faites pas trop confiance aux substituts? Alors, en tant que médecin,
on est censé suivre les études cliniques qui nous montrent l'efficacité et l'innocuité des traitements. Donc bien sûr, les traitements nicotiniques de substitution sont reconnus comme étant des traitements efficaces et utiles, et probablement les traitements, je dirais, médicamenteux qui se donnent en première intention. D'accord, et qui ont le moins d'effets secondaires, puisqu'il y a d'autres médicaments qui, à mon sens, sont plutôt dangereux et que je ne donnerai en aucun cas. D'accord. Mais en tant qu'hypnothérapeute, je crois vraiment qu'aujourd'hui, la méthode de sevrage tabagique qui est la plus efficace, parce que démontrée par de nombreuses études cliniques, c'est l'hypnose. L'hypnose est une méthode de sevrage tabagique naturelle, efficace, dont l'efficacité a été évaluée comparativement au traitement nicotinique de substitution. Et on sait que l'hypnose est au moins aussi efficace que les traitements nicotiniques de substitution. Ça fonctionne comment, justement? Sans effets secondaires. Alors l'hypnose... Parce qu'il y a beaucoup aussi de charlatans qui disent utiliser une forme d'hypnose pour arrêter de fumer. Par exemple, justement, on dit à une personne, ferme les yeux, respire, tu es hypnotisé, fume ta dernière cigarette et ensuite tu ne fumeras plus du tout. Et c'est pas vrai, voilà. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Alors, déjà, je crois que la première chose quand on reçoit un patient, c'est d'évaluer sa motivation, ce que fait, je pense, tout le monde. Vous savez, un patient qui vient et qui dit « Oui, mais moi, c'est mon cardiologue ou mon pneumo qui m'a dit « Il faut absolument que tu arrêtes de fumer. » Mais moi, docteur, j'ai pas envie. Mais si jamais votre truc, là, c'est magique et que vous pouvez me faire arrêter, je veux bien. Ouais. Et là, on lui dit non. Il faut vraiment que ce soit vous qui ayez envie. Qui est vrai. Et donc, on va évaluer en première consultation la motivation de la personne à arrêter de fumer. D'accord ? Quand la motivation est là, que la personne vient et dit, vous savez, là, j'en peux plus, ça fait 10 ans que je fume, je veux voir grandir mes enfants, ils sont petits, j'ai vraiment envie de les voir, je me rends compte, matin, je me réveille, je touche, je crache, je suis fatiguée, quand je monte les escaliers, je m'essouffle. Donc, pour vous, c'est une personne très motivée. Voilà. Là, quand elle est motivée, on fait vraiment, il y a des thèses de réussite du sevrage tabagique, et quand vraiment la personne est motivée, je dirais, alors là, elle a toutes les chances de se donner les moyens de la réussite. Et l'hypnose, c'est quoi? C'est lui permettre d'aller utiliser les ressources que nous avons tous dans notre inconscient, vraiment, les ressources pour se libérer c'est pas magique. De cette dépendance. Mais vous savez, rien n'est magique. C'est pas magique, c'est une prise de conscience. Et oui, et c'est un travail sur soi. Vous comprenez? Mais est-ce que justement, on ne vient pas vous voir en pensant que c'est magique, que vous allez faire, vous, en tant que spécialiste, voilà, tout le travail? Et oui, et je leur dis, écoutez, je crois que vous allez être déçus, mais moi, je ne fais rien. Et c'est vous qui allez travailler. Et moi, je vais vous accompagner. Si vous êtes réellement motivé, alors je peux vous dire que vous avez vos ressources, vos propres ressources, qui vont vous permettre de vous libérer de cette habitude, parce que fumer, c'est une habitude. Et on l'étudie de plus en plus aux États-Unis. On sait que l'habitude, et Rita en a parlé, de fumer. Vous savez, il y a des gens qui sortent leur cigarette sans même s'en rendre compte, de manière automatique, qui la fument avec le même geste. Et puis tout d'un coup, ils sont conscients qu'ils sont en train de fumer. C'est ce qu'on appelle une transe négative. Alors l'hypnose, c'est une transe positive. Est-ce que vous essayez, par exemple, de faire comprendre à ces personnes pourquoi l'addiction s'est installée? Ça ne sert à rien. Sert à rien. Alors en hypnose, on n'est absolument pas dans le pourquoi. D'accord. Parce que vous savez, on pourrait trouver 1000 raisons. Et ça ne serait peut-être même pas les bonnes raisons. Le pourquoi n'est pas utile. C'est comment faire pour accompagner le fumeur pour qu'il se libère, qu'il sorte de cette prison, de cette addiction. Et là, simplement, on va lui apprendre à utiliser ses propres ressources. Lesquelles, par exemple? Mais toutes les ressources que nous avons dans l'inconscient. Et faire de l'hypnose, vous savez, ça va permettre de... En quelque sorte, si je comparais ça à l'informatique, le fumeur, il a mis en place un programme. Pour être bien, pour être détendu, il a besoin de sa nicotinémie, de sa dose de nicotine. Et on lui dit qu'il est capable, lui, de mettre en route un autre programme. Et on sait, les neuroscientifiques nous ont montré qu'en pratiquant des exercices très simples d'hypnose, eh bien, on mettait en route d'autres programmes, bien plus favorables, pour se libérer de cette prison-là. Et ça prend en moyenne combien de temps? Alors, vous savez, je dirais encore, et je rejoins Rachid, c'est aussi une question individuelle. On est obligé d'évaluer le patient. Un patient qui, derrière, a quand même un terrain anxio-dépressif, il faut être prudent. On ne fait pas les choses n'importe comment. D'abord, ça nécessite un réel accompagnement. Vraiment. Je crois que c'est une prise en charge globale. Un réel accompagnement. Et donc, ça peut être, en moyenne, je dirais, entre 1
et 5 séances. Vous savez, il y a des gens, ils s'arrêtent sans rien. Ils ont fumé 30 ans. Et un jour, ils jettent leur paquet et ils arrêtent. Stop. Ça représente 3 à 5% de la population qui est capable d'arrêter de fumer. Eh bien, ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont en plus par rapport aux autres? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont capables de jeter ce paquet de cigarettes et de passer à autre chose? La motivation. La motivation. Oui. Et l'emprise, ça veut dire que ces gens-là, l'emprise était beaucoup plus faible que chez les autres. Moi, je voulais rebondir. Je pense que sur ce plateau, on est l'exemple exact des différentes prises en charge. De la prise en charge multidisciplinaire du fumeur. Voilà. Il faut des substituts nicotiniques. Ça, c'est quand même très important pour la dépendance physiologique. Et ça, c'est un point très important, justement. Je ne veux pas vous interrompre, Rita, mais on est obligé de marquer la pause pub et de revenir sur les substituts aussi. Et on continue la discussion avec vous, et sans oublier qu'on va parler aussi du Hollywood Smile. Restez avec nous sur Médiane TV, la suite dans un instant. Allez, on continue avec ce sujet pas très facile pour les personnes qui le vivent. Pourquoi c'est tellement difficile d'arrêter de fumer? Eh bien, un panel d'experts, différentes prises en charge, mais l'idéal, justement, c'est de les rassembler autour de vous pour mieux vous en sortir dans cette lutte contre le tabac. On va parler aussi du Hollywood Smile, ça c'est en dernière partie d'émission avec le docteur Naoufel Alami. Je rappelle mon tour de table pour ce sujet sur le sevrage tabagique. Rita Tahri, psychothérapeute, sophrologue à Casablanca. Docteur Rachid Khtar, pneumologue à Casa également, et docteur Meriem Nseri, médecin généraliste, hypnothérapeute à Casa aussi. Merci beaucoup. Donc on revient à votre intervention, Rita Tahri. C'était suite à l'intervention du docteur Nseri sur l'hypnose. Pour vous, justement, c'est très important d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire. Absolument. Pluridisciplinaire et globale, c'est-à-dire avoir d'abord vérifier dans le travail psychothérapeutique la motivation du fumeur. Ensuite, prendre en charge au niveau médical avec les substituts nicotiniques. L'hypnose est un outil extraordinaire pour le sevrage tabagique. Ça c'est vrai que ça a fait ses preuves. Et aussi, il faut qu'il y ait un suivi après le sevrage physique. Pour éviter les récidives. Eh ben oui, on va revenir sur ce point-là, justement. Donc il m'était important quand même de vous rappeler la prise en charge globale. Globale, à fait. Mais est-ce que tous vos patients sont capables de se permettre cette prise en charge globale, docteur Khtar? Je rebondis. Oui. Allez, on rebondit. Alors, vous parliez tout à l'heure que les patients étaient perdus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un terme qu'on utilise, il faut utiliser, je pense, des termes. Il y a la consultation anti-tabac. Donc, c'est quelque chose qui existe dans des structures de soins, en Europe, ici au Maroc même. Donc, la consultation anti-tabac, elle est structurée. Donc, il y a une prise en charge du patient. Le patient arrive. Alors, il y a des patients qui sont demandeurs, il y a des patients qui sont moins demandeurs. C'est cela qu'il va falloir aider à prendre la décision. Donc, c'est là il y a un schéma qui est connu pour, si vous voulez, motiver le patient. Donc, il faut accompagner, comme tu as dit tout à l'heure, il faut provoquer cette envie d'arrêter. Donc, il va y avoir un accompagnement dans l'empathie. Alors, il ne faut pas choquer les patients, il ne faut pas les culpabiliser. Il y a toute une prise en charge empathique qui doit être faite, c'est très important. Donc, il faut structurer la consultation. Comment se passe une consultation anti-tabac? D'abord, on évalue la dépendance du patient vis-à-vis de la nicotine. Puisque tout à l'heure, on parlait d'addiction physique. Donc, il y a des échelles. Il y a une échelle célèbre, on peut en parler en détail, mais qui va évaluer la dépendance nicotinique. Donc, on va donner un score. Puis après, on va faire une échelle de motivation. Il y a des échelles de motivation, et là aussi, on va donner un score. Donc, pour voir est-ce que le patient est réellement motivé ou pas. Après, il y a des échelles, si vous voulez, d'anxiété, de dépression. On va donner un score. Vous avez beaucoup utilisé ce terme, anxiété-dépression, pendant ce sujet. C'est étroitement lié avec le tabagisme? Bien sûr. Bien sûr, parce que le fait de tomber en addiction avec la cigarette, souvent, je ne dis pas tout le temps, cache un fond anxieux et dépressif latent. D'ailleurs, ça a été reconnu que la cigarette a un effet antidépresseur. Donc, au moment du sevrage, tout ce qui est latent réapparaît. Voilà. Donc, pardon, je t'ai coupé. Non, c'est bien. C'est ça la multidisciplinarité. Oui, absolument. Et donc, après, il y a d'autres addictions. Il va falloir évaluer le patient par ailleurs. Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des comorbidités, d'autres pathologies? Il va falloir voir s'il y a d'autres addictions. Parce qu'il n'y a pas que le tabac. Il y a l'alcool, il y a le cannabis, etc. Donc, vraiment, il faut bien prendre le patient en charge dans sa globalité. Après, chaque patient va pouvoir répondre à certaines choses. Il y a des patients pour qui certaines techniques ne marcheront pas. Tout à fait. Mais à ce moment-là, c'est là qu'on va réfléchir, on va voir le patient comment il est et qu'est-ce qu'il veut.
Et on va y aller étape par étape. Parce qu'il y en a qu'avant, on disait... Mais tout ça, ça coûte oui. cher pour le patient, non, docteur? Pas forcément. Qu'est-ce que vous appelez cher? Écoutez, est-ce que le patient lambda qui a besoin d'arrêter de fumer pour des raisons de santé, qui manque peut-être de moyens, un étudiant par exemple, ou... Combien coûte un paquet de cigarettes? Je crois que c'est ça. C'est ça, voilà, je voulais vous pousser à dire ça, à dire qu'est-ce qu'on... Combien coûte un paquet de voilà. cigarettes? Bon, Et les conséquences. Et les conséquences sur la santé elles sont tellement économique. plus Oui. élevées. Parce que si vous le dites, Oui. vous, le spécialiste, vous dites Oui. le paquet de cigarettes qui coûte 38, 40 dirhams, Oui. dans Oui. ces zones-là, fois le nombre de paquets de cigarettes par Par jour, semaine, par jour, ou par semaine, par oui. mois, Ouais. quel budget ça fait? Est-ce qu'on peut se soigner avec ça? Ben, Oui, forcément. Donc voilà. Donc je ne sais pas, bon, on continue peut-être dans cette... Oui, bien sûr. Alors, Une fois qu'on a évalué le patient, on essaie de faire un programme, si vous voulez, un programme, et c'est là qu'on va faire intervenir l'hypnothérapeute, les substituts nicotiniques, le psychologue, parce que c'est une prise en charge parfois complexe. Bon, tout le monde n'est pas dépressif, Oui. mais alors, exemple, vous n'allez pas faire à quelqu'un qui a une profonde dépression. Moi, j'aime bien le mot béquille pour la cigarette. Vous savez, la cigarette est une béquille pour ces patients, les patients anxieux, qui sont très anxieux, qui sont très angoissés. La cigarette va vraiment être une béquille. Et donc, il va falloir peut-être les confier au psychologue qui va prendre en charge avant le sevrage. en amont, préparé. Moi, je dirais, moi, les patients qui viennent me voir au cabinet, ils viennent parce qu'ils veulent arrêter de fumer. Voilà. Et ils savent qu'ils viennent me voir parce que je pratique l'hypnose. Et ils viennent parce qu'ils disent, j'y arrive pas, j'ai déjà essayé. J'ai essayé, j'ai arrêté 6 mois, j'ai arrêté 1 semaine, j'ai arrêté 3 jours, j'y arrive pas. Et je sais que l'hypnose peut m'aider à aller utiliser mes propres ressources. Et ils viennent en demande. Et là, bien, ils sont déjà faire la démarche de venir, il y a déjà une motivation. Donc bien entendu, il y a l'évaluation de cette motivation et il y a un accompagnement global. Je vais utiliser l'hypnose, je vais leur apprendre à pratiquer l'auto-hypnose. Et puis l'intérêt pour eux, c'est que l'hypnose va atténuer les effets du manque, parce que qu'est-ce qui fait rater finalement l'arrêt du tabac? C'est la dépendance physique, c'est le manque. Eh bien l'hypnose, son intérêt, c'est que ça atténue les symptômes du manque. Et ça renforce les symptômes, la dépendance psychologique est aussi très importante dans le sevrage tabagique, parce que on peut se débarrasser des produits dans l'organisme. Le plus dur, c'est la dépendance physique, ne l'oublions pas. Les gestes aussi, docteur, sont très importants. L'association du geste, du plaisir, du moment, ça aussi c'est très important. Le geste est aussi quelque chose qui fait que le fumeur continue. Et l'hypnose, justement, c'est son intérêt, c'est d'aller vraiment dans cet état modifié de conscience, ce processus modifié de conscience, augmenter les ressources du patient pour se libérer de cette habitude. Vous voyez, oui. Mais les substituts nicotiniques, en général, docteur Rtal, ils réussissent ou ils échouent? 15% de réussite, je vous donne les chiffres. Voilà. S'il n'y a pas un accompagnement en amont et en aval, au milieu des substituts, c'est dit. Voilà, je suis complètement d'accord. Le substitut tout seul, c'est un ensemble. Parce que c'est le psychologique qui est le plus difficile. Le substitut, il sert à éviter le syndrome de sevrage. Tout à fait. Il y a des gens qui sont... Vraiment, il y a des gens qui fument 2 paquets de cigarettes par jour. Vous n'avez pas du jour au lendemain les sevrer de 2 paquets de cigarettes par jour. C'est dangereux ou pas? Ben oui, pour le sevrage. C'est des gens qui vont plus dormir, qui vont être stressés, qui vont être irritables. Constipés. On voit pendant le Ramadan, vous le voyez bien. Pendant le Ramadan, les gens, quand ils ne fument pas, ils sont un petit peu nerveux. Et ça, on le voit bien. Donc, il faut vraiment... et puis, il faut donner les bonnes doses aussi de substituts. Parce que parfois, on en donne trop, parfois, on n'en donne pas assez. Donc, il va falloir calculer la dose de nicotine qu'il va falloir administrer. Voilà. D'accord. Et les rechutes, il faut qu'on y aille parce que voilà, les récidives aussi. Ça aussi c'est un problème. Est-ce que c'est le physique ou le psychologique qui entre en jeu? C'est général, c'est certainement quand la prise en charge des substituts nicotiniques est bien faite, ce n'est pas le physique, mais c'est plus l'émotionnel et le comportemental. Et on y revient. Parce que chaque cigarette, elle a un lien avec une émotion. C'est-à-dire que le fumeur est devenu addict physiquement, mais surtout il a entraîné son cerveau à à relier chaque émotion et chaque situation à la cigarette. Tout à fait. D'ailleurs, les personnes qui décident d'arrêter de fumer, en général, elles s'enferment. Oui.
Elles sont plus capables de fonctionner socialement dans le lien normalement. Donc, et de toutes les manières, un fumeur qui arrête, toute sa vie, il restera ex-fumeur. Oui. Hein, il ne faut pas se faire confiance. Eh ben non, il est ex-fumeur parce que d'ailleurs les scientifiques ont découvert que les conséquences sur le cerveau, c'est vraiment un processus chronique. Hein, qui peut durer toute la vie. Vous avez des gens qui arrêtent 5, 6, 7 ans et qui, parce qu'ils ont un coup dur, parce qu'ils ont une joie aussi très forte, eh bien reprennent cette cigarette. Ou parce qu'ils se disent, moi j'ai dépassé tout ça, je